Le mercredi 14 mars. Il était 22 heures passées. On se disputait pour des vacances chez notre fille. Une dispute idiote, comme on en a tous. Et là, Claire s'est arrêtée net. Elle a regardé la table et elle a dit à voix basse « Gérard, en 1977, j'ai eu une liaison avec Michel, pendant 4 mois. Michel, mon frère, celui qui était le témoin à notre mariage. Celui qui a tenu notre fils dans ses bras le jour du baptême. Celui avec qui je pêchais chaque été depuis 50 ans. J'ai 76 ans. On était mariés depuis 52 ans. Et en une phrase, en 10 secondes, tout ce que je croyais savoir de ma vie venait de s'effondrer. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Je m'appelle Gérard Morel. J'ai 76 ans. Je suis né en 1949 à Béziers, une ville du sud de la France où tout le monde se connaît, où les familles se côtoient depuis des générations, où les voisins de tes parents ont connu tes grands-parents et où personne ne part vraiment. On reste, on s'installe, on vieillit ensemble. Mon père s'appelait Raymond. Il travaillait à l'usine toute sa vie, le même poste, la même cadence, les mêmes collègues. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il disait quelque chose, c'était vrai. Ma mère, Hélène, s'occupait de la maison. Elle cuisinait, elle cousait, elle tenait tout ensemble sans jamais se plaindre. C'est elle qui nous a appris à ne pas montrer nos émotions, pas par dureté, par pudeur. Dans notre famille, on ne disait pas « je t'aime » tous les matins. On le montrait autrement. On restait. Nous étions 2 garçons. Mon frère Michel, l'aîné, 4 ans de plus que moi. Et moi. Michel, c'était le soleil de la famille. Grand, sûr de lui, il savait réparer n'importe quoi avec les mains, jouer de la guitare, faire rire une pièce entière en 30 secondes. Les filles se retournaient sur son passage. Les hommes le respectaient. Moi, je l'admirais, comme on admire quelqu'un qu'on ne sera jamais. Pas avec jalousie, avec cette sorte d'amour tranquille qu'on a pour un frère aîné quand on est enfant et qu'on croit qu'il est invincible. Moi, j'étais différent, discret. Je lisais beaucoup. Je réfléchissais trop longtemps avant de parler. À l'école, j'étais bon élève, mais pas le premier. Je ne cherchais pas à briller. Je cherchais à comprendre. Les chiffres me plaisaient, l'ordre me rassurait. À 20 ans, j'ai passé un diplôme de comptabilité. Pas glamour, mais solide. En 1971, j'ai été embauché comme comptable dans une entreprise de matériaux de construction à Montpellier. Travail stable, patron correct, collègues convenables. Je louais un petit appartement en ville. Je vivais seul, tranquillement, sans me poser trop de questions sur l'avenir. Et puis, il y a eu le soir du 23 octobre 1972, la soirée annuelle de l'entreprise. Une salle de restaurant en dehors de la ville, des tables rondes, de la musique un peu trop forte. Je n'aimais pas ce genre de soirée. Trop de bruit, trop de gens que je connaissais à peine et avec qui je devais faire semblant d'être à l'aise. J'étais près du buffet, un verre à la main quand je l'ai vue. Elle se tenait debout près de la fenêtre, légèrement à l'écart du groupe. Cheveux sombres, robe bordeaux, une façon de tenir sa coupe de vin qui semblait dire qu'elle n'avait pas besoin d'être au centre pour exister. Elle ne cherchait pas à attirer l'attention. C'est exactement pour ça que je n'arrivais pas à détacher les yeux d'elle. Je me suis approché. J'avais le cœur qui battait vite. Ce n'était pas dans mes habitudes d'aller vers quelqu'un comme ça. Mais ce soir-là, quelque chose m'a poussé. On a parlé pendant 2 heures. Elle s'appelait Claire. Elle travaillait dans le service administratif. On ne s'était jamais croisés. Elle était de Sète. Elle aimait la mer. Elle lisait Simenon et elle détestait les gens qui parlent fort pour ne rien dire. Je suis rentré chez moi ce soir-là en pensant à elle. Le lendemain matin aussi. Et le surlendemain. On s'est revus. D'abord au bureau, par hasard, puis moins par hasard. Des cafés après le travail, des promenades le week-end. On parlait de tout et de rien,
mais surtout de tout. Elle avait une façon d'écouter qui me donnait l'impression d'exister davantage. 8 mois plus tard, je lui ai demandé de m'épouser. On était assis sur un banc au bord de l'Hérault, un dimanche après-midi de juin. Je n'avais pas de bague. Je n'avais pas préparé de discours. J'ai juste dit « Claire, je voudrais qu'on passe le reste de notre vie ensemble. » Elle a pleuré. Moi aussi, presque. On s'est mariés en septembre 1973. Michel était mon témoin. Il a fait un discours drôle et touchant qui a fait pleurer la moitié de la salle. Je me souviens de m'être dit ce soir-là, j'ai de la chance. Une femme comme elle. Un frère comme lui. Une vie qui commence vraiment. On a eu 2 enfants. Luc, né en 1975. Anne, née en 1978. On a déménagé dans une maison avec un jardin à la périphérie de Montpellier. J'ai progressé dans mon travail. Chef comptable, puis directeur administratif. Claire a travaillé comme secrétaire médicale pendant 20 ans, puis elle s'est occupée des enfants, puis des petits-enfants. 52 ans ensemble. 2 enfants. 4 petits-enfants. Des étés en Bretagne, des Noëls en famille, des disputes ordinaires et des réconciliations ordinaires. Une vie normale, et je dis ça sans ironie, parce que je crois que les vies normales sont les plus précieuses. Je pensais connaître chaque recoin de cette vie-là, chaque visage, chaque secret, chaque non-dit. Je me trompais. Vous savez comment c'est après 50 ans de mariage. Les grandes crises, vous les avez traversées. Les vrais drames, la maladie, le deuil, les difficultés d'argent, vous avez tenu. Ce qui reste à notre âge, ce sont les petites frictions, des riens, des habitudes qui frottent, des silences qui durent un peu trop longtemps. Ce mercredi-là avait commencé comme tous les autres. Je lisais dans le salon, Claire préparait quelque chose dans la cuisine. On s'était à peine parlé de la journée, pas par froideur, juste par routine. À 76 ans, on n'a plus besoin de remplir chaque silence. On coexiste. On respire dans le même appartement depuis des décennies. C'est confortable. C'est rassurant. Du moins, c'est ce que je croyais. Vers 19 heures, elle est entrée dans le salon et elle a dit qu'elle voulait qu'on aille chez Anne ce week-end. Notre fille habite à 2 heures de route. Claire voulait voir les petits-enfants, passer 2 jours là-bas, revenir le dimanche soir. J'ai dit non, pas méchamment. J'étais fatigué. J'avais eu une semaine chargée, des rendez-vous médicaux, des démarches administratives qui m'avaient épuisé. J'avais besoin de calme. J'ai dit « Pas ce week-end, Claire. J'ai besoin de rester tranquille. » Elle a soupiré. Ce soupir que je connais depuis 50 ans, celui qui dit qu'elle pense que j'ai tort, mais qu'elle va essayer de rester calme. Tu dis ça à chaque fois. Ce n'est pas vrai. Si, Gérard. À chaque fois qu'on pourrait voir les enfants, tu trouves une raison. Je ne trouve pas une raison, je suis fatigué. C'est différent. Tu es toujours fatigué. La voix montait. Des 2 côtés. Ce n'était plus une conversation, c'était une accumulation. Ces disputes-là, elles ne parlent jamais vraiment de ce dont elles ont l'air de parler. On ne se disputait pas pour un week-end chez Anne. On se disputait pour toutes les fois où l'un de nous avait retenu quelque chose sans le dire. Pour toutes les petites frustrations enterrées sous des années de politesse conjugale. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Elle aussi. Et puis elle s'est arrêtée. Pas progressivement, d'un coup. Comme si quelqu'un avait coupé le son. Elle était debout, au milieu du salon, elle me regardait, et quelque chose dans son visage avait changé. La colère était partie. À la place, autre chose. Quelque chose que je n'avais jamais vu sur ce visage en 52 ans. De la peur, peut-être, ou de l'épuisement. Pas l'épuisement de la dispute, l'épuisement de quelqu'un qui porte quelque chose depuis trop longtemps. Elle s'est assise sur le canapé. Lentement. Elle regardait ses mains. Le silence durait. Je ne disais plus rien.
Je sentais que quelque chose se passait, quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais que mon corps avait déjà compris avant ma tête. Mon estomac s'était contracté. J'avais arrêté de respirer normalement sans m'en rendre compte. Elle a levé les yeux vers moi et elle a dit « Gérard, il faut que je te dise quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » J'ai attendu. En 1977, j'ai eu une liaison. Le mot a flotté dans l'air. Liaison. J'ai entendu le mot. Je l'ai enregistré. Mais je ne l'ai pas encore senti, comme quand on se coupe et qu'on voit le sang avant de ressentir la douleur. Avec qui? Ce n'était pas une question. C'était une phrase sans inflexion, prononcée par quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir connaître la réponse. Elle a baissé les yeux à nouveau. Avec Michel. Et là, ça a fait mal. Pas comme un coup, plutôt comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds sans bruit. Comme si la pièce était exactement pareille. Même canapé, même lumière, même appartement, mais que quelque chose d'invisible avait changé dans chaque centimètre carré de cet endroit. Michel. Mon frère, 4 ans de plus que moi. Mon témoin de mariage. Le parrain de Luc. L'homme avec qui je pêchais chaque été depuis 50 ans, sur le même lac, avec les mêmes cannes, en buvant le même café dans le même thermos. Combien de temps? Ma voix était calme. Je ne sais pas comment. Elle était calme. 4 mois. 4 mois. Pas une erreur d'un soir. Pas un moment de faiblesse isolé. 4 mois. Des rendez-vous. Des mensonges planifiés. Des matins où elle savait et où elle m'a quand même embrassé avant que je parte travailler. Je me suis levé. Je n'ai rien dit. Je suis allé sur le balcon. Il faisait froid. Je n'avais pas pris de veste. Je n'ai pas bougé. Je regardais la rue en bas, les voitures, un homme qui promenait son chien, la vie normale des gens normaux qui ne venaient pas d'apprendre ce que je venais d'apprendre. Je suis resté là je ne sais pas combien de temps. Quand je suis rentré dans le salon, elle était toujours sur le canapé. Elle pleurait sans bruit. Je ne l'ai pas regardée. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris un oreiller et une couverture, et je suis retourné dans le salon, m'allonger sur le canapé. On n'a plus échangé un mot de la nuit. Je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond et je pensais à 1977. J'avais 28 ans. Luc avait 2 ans. On vivait dans la maison avec le jardin. On était une jeune famille. Et pendant 4 mois, pendant que je travaillais, pendant que je rentrais le soir et que je dînais avec ma femme et mon fils, pendant ces 4 mois, elle voyait mon frère. Et personne ne m'avait rien dit, ni elle, ni lui. 47 ans de silence. Je me trompais. Et le pire, c'est que je ne l'ai pas compris tout de suite. Pas vraiment. Le lendemain matin, Claire m'a parlé comme si on pouvait encore parler. Sa voix était douce, presque normale. « Gérard, on peut discuter ?» Je l'ai regardée, sans vraiment la voir, et j'ai dit « Pas maintenant ». En réalité, ce n'était pas « pas maintenant », c'était « je ne peux pas ». Je n'avais pas de mots, pas de colère claire, pas de phrases, juste des images qui revenaient sans arrêt. Notre maison, le jardin, Luc qui courait entre les chaises, et Michel qui venait dîner, Michel qui riait à table, Michel qui me tapait sur l'épaule en disant « petit frère ». Et pendant ce temps-là, non, mon cerveau refusait d'aller jusqu'au bout. Je passais mes journées à tourner dans l'appartement. Je prenais un café, je l'oubliais, j'allumais la télévision. Je ne suivais rien. Je regardais Claire, puis je détournais les yeux. Elle pleurait, souvent. Je l'entendais la nuit. Ça ne me faisait rien. Ou plutôt, ça ne passait pas. Tout restait bloqué quelque part entre la poitrine et la gorge. Le deuxième jour, elle a essayé encore. Ce n'était pas comme tu crois. Je me suis levé. Je suis sorti de la pièce sans répondre. Parce que peu importe comment je pouvais croire, le fait restait le même. 4 mois, avec mon frère, pas une erreur, une décision répétée.
Le troisième jour, quelque chose a changé. Pas dans la douleur, elle était toujours là, mais dans ma tête. Une question simple. Une seule. Est-ce que c'est vraiment vrai? Pas est-ce qu'elle ment, mais est-ce qu'elle a dit toute la vérité? 4 mois? Comment? Quand? Pourquoi lui? Et surtout, est-ce que lui allait dire la même chose? Parce qu'au fond, tant que je ne l'avais pas entendu de sa bouche à lui, il restait un doute. Un minuscule espace où je pouvais encore respirer. Alors j'ai compris ce que je devais faire. Pas réfléchir, pas analyser, vérifier. Je suis allé dans la chambre. J'ai pris mes clés, ma veste. Claire était dans la cuisine. Elle m'a regardé, elle a compris que je partais. « Où tu vas ?» J'ai répondu sans m'arrêter. « Voir Michel. » Elle n'a pas essayé de me retenir. Et ça aussi, ça m'a marqué. Parce que ça voulait dire une chose simple. Elle savait déjà ce qu'il allait dire. Je suis descendu dans la rue. Je me suis assis dans la voiture. Mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Pas de crise, pas de colère. Juste une tension froide. Comme avant un verdict. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas prévenu. Je ne voulais pas lui laisser le temps de réfléchir, de préparer une version. Je voulais la vérité, brute. J'ai démarré, et pendant tout le trajet, une seule pensée tournait en boucle. S'il lui dit oui, alors toute ma vie n'était pas celle que je croyais. Et quelques minutes plus tard, j'étais déjà devant chez lui. Je suis resté quelques secondes devant sa porte, sans bouger, avec cette sensation étrange que tout pouvait encore basculer dans un sens ou dans l'autre, comme si tant que je n'appuyais pas sur cette sonnette, il existait encore une version du monde où rien de tout ça n'était vrai. Puis j'ai sonné. Michel a ouvert presque immédiatement, comme s'il était déjà debout derrière la porte, comme s'il savait que quelqu'un allait venir, ou peut-être que c'est mon esprit qui reconstruit ça après coup. Mais sur le moment, j'ai eu cette impression très nette qu'il n'était pas surpris de me voir. Il m'a regardé une seconde, pas plus, et dans ce regard, il y avait quelque chose de fermé, de lourd, quelque chose qui m'a confirmé, avant même qu'il parle, que je n'étais pas venu pour rien. Il s'est écarté sans un mot pour me laisser entrer. Je suis passé à côté de lui, sans le toucher, sans même vraiment le regarder, et je me suis dirigé vers la cuisine, comme je l'avais fait des dizaines, peut-être des centaines de fois dans ma vie, sauf que cette fois, chaque pas avait un poids différent, comme si le sol lui-même avait changé. On s'est assis face à face. Il a pris 2 tasses, il a versé du café, il a posé la mienne devant moi avec un geste mécanique, presque automatique, comme quelqu'un qui s'accroche à des habitudes pour éviter de penser à ce qui est en train d'arriver. Je n'ai pas touché à la tasse. Le silence a duré longtemps, assez pour devenir insupportable, assez pour que je comprenne que s'il ne parlait pas, c'était à moi de le faire, même si chaque mot allait me coûter. Alors j'ai levé les yeux vers lui et j'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, tant elle était calme et plate. Claire m'a parlé. Il n'a pas répondu. Il a simplement baissé les yeux vers la table, comme s'il regardait quelque chose de précis dans le bois, comme si la réponse était écrite là. J'ai continué. 1977, 4 mois. Toi et elle. Toujours rien. Pas de surprise, pas de protestation, pas même un réflexe pour nier. Et c'est là, dans ce silence, que j'ai compris. Mais malgré ça, j'avais besoin de l'entendre. Pas de deviner, pas de supposer. L'entendre. Dis-moi si c'est vrai. Il a inspiré lentement, profondément, comme quelqu'un qui sait qu'après ce qu'il va dire, plus rien ne pourra être réparé. Puis il a relevé la tête et il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a dit « Oui ». Un seul mot. Pas d'explication, pas de détour. Et ce oui a eu plus de poids que tout ce que j'avais imaginé dans ma tête pendant les 3 jours précédents, parce qu'il n'y avait aucune hésitation dedans, aucune tentative de se protéger, juste une vérité posée là, froide, définitive. Je me suis adossé à la chaise, lentement, comme si mon corps essayait de suivre ce que mon esprit venait d'encaisser.
Et pendant quelques secondes, je n'ai rien dit, parce qu'il n'y avait rien à dire qui puisse changer ce mot-là. Puis j'ai posé la seule question qui comptait encore. Comment? Il a fermé les yeux une fraction de seconde. Puis il a commencé à parler, d'une voix basse, régulière, presque détachée, comme quelqu'un qui raconte quelque chose qu'il a déjà raconté 100 fois dans sa tête, même s'il ne l'a jamais dit à voix haute. Il m'a expliqué que ça avait commencé chez nous. Un soir où j'étais rentré tard du travail, qu'ils avaient parlé tous les deux dans la cuisine, que quelque chose s'était installé sans qu'ils sachent vraiment le nommer. Une proximité, une facilité, une tension qu'il n'avait pas cherché à arrêter tout de suite. Il m'a dit que les premières semaines, il s'était convaincu que ce n'était rien, que ça allait passer, que c'était juste un moment étrange, mais qu'au lieu de disparaître, ça avait pris de la place, de plus en plus, jusqu'à devenir quelque chose qu'ils ont décidé de vivre au lieu de fuir. Il m'a raconté les rendez-vous, les moments volés pendant mes horaires de travail, les après-midi où il savait exactement à quelle heure je rentrerais, les précautions qu'il prenait, les silences qu'ils construisaient ensemble pour que rien ne remonte jusqu'à moi. Et pendant qu'il parlait, je voyais tout. Pas seulement ses mots, les scènes, la maison, la cuisine, la chambre peut-être. Ma vie, mais sans moi dedans. Je lui ai demandé combien de temps. Il a répété 4 mois. Je lui ai demandé pourquoi ça s'était arrêté. Il a dit que c'était Claire qui avait décidé, qu'elle ne supportait plus la peur d'être découverte, ni le poids de ce qu'il faisait, qu'elle avait mis fin à tout d'un coup, sans discussion, et qu'ils s'étaient mis d'accord, sans vraiment en parler, pour ne jamais rien dire. Jamais. Ce mot-là m'a frappé presque autant que le reste. Jamais. Ça voulait dire qu'ils avaient continué à me voir, à me parler, à partager des repas, des fêtes, des moments importants de ma vie, avec cette vérité enterrée entre eux, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux deux et dont j'étais exclu sans le savoir. Je lui ai demandé s'il avait regretté. Il a pris plus de temps pour répondre. Il a regardé ses mains, puis la table, puis enfin moi. Oui. Mais ce n'était pas le même oui que le premier. Celui-ci était plus faible, plus tardif. Un oui qui venait après des années, pas au moment où il aurait fallu. Et ça, je ne savais pas quoi en faire. Je me suis levé, lentement, sans colère visible, sans geste brusque, parce que tout était déjà trop lourd pour ajouter encore du bruit. Je l'ai regardé une dernière fois, en essayant de retrouver quelque chose du frère que j'avais connu pendant 70 ans, mais je ne voyais plus qu'un homme qui avait partagé un secret avec ma femme pendant presque un demi-siècle. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement le passé qui venait de changer. C'était tout ce que je pensais avoir compris de nous deux. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas serré sa main. Je ne l'ai pas insulté. Parce qu'il n'y avait rien à ajouter qui puisse être à la hauteur de ce qui venait d'être dit. Je me suis tourné, j'ai traversé la cuisine, j'ai ouvert la porte, et je suis sorti sans me retourner. Et en descendant les marches, une seule idée s'imposait, claire, inévitable. Ce que j'allais faire ensuite allait définir le reste de ma vie. En descendant les marches de chez Michel, je n'étais plus dans le doute. Pas apaisé, mais fixé. Il n'y avait plus de peut-être, plus de versions alternatives. Juste la réalité. Je suis resté assis dans la voiture quelques minutes, sans démarrer, les mains sur le volant, à regarder droit devant moi sans vraiment voir la rue, et pour la première fois depuis 3 jours, mes pensées étaient simples. Pas calmes, simples. Je me suis posé une seule question. Est-ce que je peux continuer à vivre avec elle en sachant ça? Pas pardonner, pas comprendre, vivre, me lever le matin, la voir dans la cuisine, entendre sa voix, partager la même table, le même lit, les mêmes silences, en sachant que pendant 4 mois, elle a construit une autre vie, parallèle avec mon propre frère, puis qu'elle a enterré ça pendant 47 ans. La réponse est venue vite. Non, pas parce que je ne l'aime plus. Et c'est ça le problème. Je l'aime encore. Après tout ça, après ce qu'elle a dit, après ce que j'ai entendu, je l'aime encore. Mais cet amour ne suffit plus à porter ce poids-là.
Parce que vivre avec quelqu'un, ce n'est pas seulement partager des souvenirs, c'est partager une vérité. Et la nôtre n'existe plus. Je suis rentré chez nous en fin d'après-midi. Claire était assise dans le salon, exactement au même endroit que la veille, comme si elle n'avait pas bougé depuis mon départ. Elle a levé les yeux vers moi. Elle a compris tout de suite. Je me suis assis en face d'elle, pas trop près. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste dit « Je suis allé le voir ». Elle a fermé les yeux. Une seconde. Puis elle a hoché la tête, très légèrement. Je vois. Le silence est tombé entre nous. Un silence différent des autres. Pas vide, définitif. J'ai pris une respiration. Je ne peux pas continuer comme avant. Elle ne pleurait pas encore. Elle écoutait. Peut-être que je te pardonnerai un jour. Je ne sais pas. Mais vivre ensemble, je ne peux pas. Sa lèvre a tremblé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais elle n'a pas contesté. Pas une seconde. Et c'est là que j'ai compris qu'au fond, elle savait déjà. Depuis le moment où elle me l'a dit. J'ai terminé. Je veux divorcer. Le mot est resté suspendu dans la pièce. Divorcer, à 76 ans, après 52 ans de mariage, elle a baissé la tête. Les larmes ont commencé à tomber, lentement, sans bruit. D'accord, un seul mot. Et c'était fini. Pas notre histoire. Elle restera toujours. Mais notre vie ensemble, telle qu'elle existait encore 3 jours plus tôt. Je suis resté assis en face d'elle encore quelques minutes, sans parler, parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Le lendemain matin, après une nuit presque blanche où chaque pensée revenait en boucle sans jamais vraiment se poser, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à retarder et que la seule chose honnête à faire, même si elle allait faire mal, c'était de dire la vérité aux enfants, sans détour, sans adoucir ce qui ne pouvait pas l'être. J'ai appelé Luc en premier, parce qu'il est l'aîné, parce que j'ai toujours eu avec lui une relation plus directe, presque silencieuse, où les choses importantes se disent sans beaucoup de mots. Il a répondu vite, et dès qu'il a entendu ma voix, il a senti que quelque chose n'allait pas, alors je n'ai pas pris de détour, et je lui ai dit que sa mère et moi allions divorcer, et immédiatement le silence s'est installé. Lourd, incompréhensible pour lui, comme si je venais de prononcer une phrase qui ne pouvait pas exister après 52 ans de vie commune. Il a demandé pourquoi, bien sûr, et je lui ai tout dit, calmement, avec les faits, les dates, les noms, sans entrer dans des détails inutiles, mais sans rien cacher non plus. Et je l'ai senti changer au téléphone, pas seulement surpris, mais profondément touché, presque atteint physiquement par ce qu'il entendait. Il est venu le soir même, et pendant des heures, il a essayé de comprendre, posant des questions auxquelles je n'avais pas toujours de réponse, cherchant une logique là où il n'y en avait pas vraiment, oscillant entre la colère contre sa mère, l'incompréhension face à son oncle et une forme de résistance à l'idée que tout pouvait s'arrêter comme ça, à notre âge. Le lendemain, Anne est venue à son tour, déjà au courant, et sa réaction a été différente, plus silencieuse, plus intérieure. Elle m'a serré longtemps dans ses bras sans poser immédiatement de questions, comme si elle avait d'abord besoin de sentir que j'étais encore là, que je tenais debout, malgré tout, avant de chercher à comprendre. Avec les petits-enfants, c'était autre chose encore, parce que pour eux, la situation restait floue, presque abstraite, et leurs questions étaient simples mais difficiles. Ils voulaient juste savoir si on allait continuer à se voir, si quelque chose de leur monde allait disparaître. Et je me suis rendu compte en leur répondant que, pour la première fois, je n'avais pas de certitude à leur donner. Quelques jours plus tard, Claire est partie avec une valise, sans scène, sans cri, dans un silence presque irréel. Et quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai compris que ce n'était pas seulement une séparation, mais la fin concrète de tout ce que nous avions construit ensemble, et que désormais, il ne restait plus que moi face à ce qui allait suivre. Ça fait une semaine maintenant. 7 jours depuis cette soirée où tout a basculé, et je me rends compte que le plus difficile n'est pas la colère, ni même la tristesse, mais ce vide étrange qui s'installe quand tout ce que tu pensais solide disparaît d'un coup.
Je ne suis pas en colère contre elle. Pas vraiment. Ce qui me trouble, c'est autre chose. C'est de me dire qu'elle a vécu avec ça pendant 47 ans, qu'elle s'est réveillée à côté de moi chaque matin, qu'elle m'a regardé, parlé, touché, en sachant quelque chose que j'ignorais complètement, et que moi, pendant tout ce temps, je pensais que notre vie était entière, complète, sans fissure. Je me demande si elle a souffert, si elle y pensait encore, ou si, avec les années, c'est devenu juste un souvenir lointain pour elle. Je me demande aussi qui elle était vraiment pendant toutes ces années, et qui j'étais, moi, dans cette histoire. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement une trahison du passé, c'est une vérité qui change tout le passé. Je pense à mon frère. Je ne ressens pas de haine claire, juste une distance, comme si quelque chose s'était coupé définitivement entre nous, sans bruit. Et puis je pense à ce qu'il me reste. J'ai 76 ans. Je n'ai plus le temps de vivre dans quelque chose de faux ou d'incomplet. Je ne sais pas exactement ce que sera la suite. Je ne sais pas si je serai heureux. Mais je sais une chose. Je préfère une vérité difficile qu'une vie entière basée sur quelque chose que je ne comprenais pas. Et maintenant, pour la première fois depuis longtemps, je vais devoir apprendre à vivre seul, mais honnêtement.